Très bien, donc je propose de démarrer si vous êtes d'accord. Adrien, on peut y Ah, aller, je c'est bon. pense. Ouais, il n'y a plus personne dans les salles d'attente. Et puis, s'il y a de nouveaux arrivés, je On leur les acceptera présenterai. au fur et à mesure. Merci, super. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, après quelques mois d'absence, notre dernier webinaire, en fait, s'est daté du mois de juin. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour clore l'année 2024 sous le signe de la créativité et de l'innovation avec notre cher robot préféré Timio. Donc, ce webinaire vous fera découvrir des idées juste magiques. Petit rappel, et avant de commencer, donc le webinaire en fait est enregistré et les informations, comme nous venons de le dire, seront partagées et donc seront disponibles dès demain sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les visionner, à les revoir et donc à les partager avec vos collègues et amis. Cette session est marquée par une nouveauté, donc la présence de notre tout nouveau co-animateur, Adrien Garcia, ici présent, et beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais pour ceux qui le découvrent, Adrien est formateur numérique à l'EPFL et un expert reconnu de Timio. Il succède à Sophia Reyes, qui nous avait aidés pendant de nombreuses années à préparer le webinaire, que nous saluons chaleureusement et nous remercions, et qui a récemment rejoint l'équipe EdTech Collider en Suisse. Voici un aperçu de l'agenda du webinaire. Donc, nous sommes ravis d'accueillir Adrien dans ce nouveau rôle et il fera donc le plaisir d'animer d'ailleurs la deuxième partie de ce webinaire où il partagera avec vous les secrets de ses créations musicales spectaculaires réalisées avec Timmy. Mais avant cela, nous aurons également le plaisir de retrouver Léa Perrer, collaboratrice d'art à l'EPFL et qui vous présentera des créations artistiques d'un autre monde, réalisées également avec Timmy. Et Léa vous dira même comment les recréer avec vos élèves en classe ou avec vos enfants à la maison. Voilà, donc merci à nouveau pour votre présence et plongeons sans trop tarder dans ce monde créatif. Adrien? Merci Ronnie pour cette présentation. Je continue à admettre quelques personnes qui sont dans la salle Je d'attente. le fais Très entre-temps. bien. Donc merci, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre. Pour ma part, donc, comme l'a dit Ronnie, je m'appelle Adrien et je suis ravi de me joindre à vous pour ce webinaire, mais aussi pour toutes les prochaines sessions qu'on va avoir l'année prochaine. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un webinaire dédié au design et à la créativité et on espère que ce webinaire va vous inspirer pour de nouveaux projets, que ce soit chez vous pendant les fêtes de Noël ou avec vos élèves dès la rentrée prochaine. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Léa et on se revoit juste après. Super, du coup, donc moi j'arrête le partage. Léa, à toi. Super, je vais vous partager mon écran tout de suite. Donc bonjour à tous, je m'appelle Léa et je travaille à l'EPFL depuis maintenant 2 ans avec comme objectif de re-questionner l'utilisation de la robotique éducative en y apportant un point de vue créatif et une forme de recherche esthétique. On est bien d'accord que quand on parle d'esthétique, c'est très subjectif. Donc, c'est plutôt proposer une autre esthétique qui n'existe pas encore, surtout dans l'éducation, qui est plus de l'ordre de la poésie, de choses plus sensibles. Je crois que quelqu'un n'est pas muté. Enfin, n'est pas... Activer ile micro ilikuwa ndio zilikuwa zinafungiwa. No. Est-ce que c'est Kama possible sio kuwa de sema mtandao d'enlever le... mbele. Voilà, j'ai été mutée aussi. Maintenant, c'est bon. Euh, Voilà, très bien. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les recherches qu'on a menées depuis maintenant 2 ans en interne avec le robot Timio, en questionnant justement la manière dont on pourrait aborder cette nouvelle forme d'esthétique dans la robotique éducative. Le point principal, surtout le point d'entrée, a été de dire on va se focaliser sur le robot non plus comme une fin en soi, mais comme un outil qui va nous permettre d'animer quelque chose d'autre qui sera justement plus de l'ordre d'un volume généreux qui va venir jouer avec les mouvements du robot de manière organique et donc détourner l'attention de cette boîte blanche qui sinon est assez est assez typique d'un robot. On veut détourner cette esthétique fonctionnelle et passer à une esthétique beaucoup plus sensible.
Quand on va apprendre à programmer en classe, on ne va non plus se focaliser sur animer cette boîte blanche, mais on va se focaliser sur comment animer autre chose à l'aide de cette boîte blanche. Donc, une des premières parties de cette recherche, c'est ce que vous voyez à l'écran maintenant. Il a été question de détourner le mouvement de rotation simple des roues du timio et de venir soit l'amplifier, soit le faire varier avec des connexions mécaniques qui étaient plus ou moins déportées dans un certain angle ou d'une certaine manière, ce qui donne ces résultats toujours en jouant avec une matière beaucoup plus flexible, qui est le papier, qui vient donc contraster avec un mouvement très mécanique et apporter ce mouvement de vague, ce mouvement plus de l'ordre du vivant et moins du mécanique. Ces premières recherches d'animation, disons marionnettes, ont donné lieu à une activité de programmation. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu parce que je l'ai présenté, je pense, il y a 1 an ou 2 sur un webinaire Timio. Il s'agit d'une activité où on propose aux élèves d'apprendre à danser à un personnage papier qui est accroché au timio à l'aide de ces connexions, ces connecteurs mécaniques que vous avez vus. Je vais vous faire une petite démo vidéo avec la musique. Je ne vais pas passer toute la vidéo, je pense que tout le monde a compris. L'idée, c'est de programmer des réactions entre un senseur et la roue. Et ensuite, l'enfant, au lieu de juste laisser danser le robot, il va venir jouer en rythme avec les senseurs du robot et animer comme ça son personnage papier en rythme sur la musique. En fait, on a décliné l'activité en 3 niveaux de danse. Il y avait le premier niveau qui était la cumbia, ce que vous avez vu, le dernier niveau qui est la disco, où là, par contre, le robot anime constamment le personnage papier et en déclenchant un senseur, on vient casser le loop dans lequel est bloqué le robot à ce moment-là. Donc, je vous montre ce que ça donne en vidéo. Voilà, donc ça, c'est une première activité de programmation dans cette idée de détourner l'attention du robot et l'utiliser comme un outil pour déclencher le mouvement sur quelque chose d'autre. On a pu tester ça dans plusieurs classes. On a créé un matériel pédagogique qui est d'ailleurs disponible sur Roteco. Je crois qu'Adrien va nous envoyer le lien dans le chat pour que vous y ayez accès. Il y a toute une documentation papier qui va avec et aussi une documentation sur comment reproduire ce mouvement mécanique soi-même à l'aide d'une impression 3D. Voilà, une deuxième étape de la recherche qui est dans cet esprit de construire quelque chose autour du robot. Cette fois-ci, c'est cantonné seulement à l'utilisation du papier. On s'est dit que ce serait important d'aborder ce thème-là en utilisant un matériel qui est assez universel, disponible principalement dans les classes, facilement découpable, qui ne nécessite pas d'autres outils que des ciseaux, ses mains, etc. Donc, tout est parti sur l'idée de, OK, on va juste travailler avec du papier, des bandes de papier, elles ont toutes la même dimension, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Le résultat, c'est ces premières images de recherche que vous voyez, où en jouant avec la tension du papier, plus ou moins épais, plus ou moins, enfin, attaché d'une certaine manière au robot, on arrive à créer ces mouvements organiques qui cassent le mouvement robotique du robot. Ces premières recherches ont été transformées en ce qu'on a décidé d'appeler des démonstrateurs, donc des outils de communication qui ont pour but, encore, c'est encore une démarche dans laquelle on est actuellement, d'exister sur les réseaux sociaux librement pour comment dire, distribuer cette image que l'on a d'utilisation de la robotique d'une manière plus esthétique et poétique. Donc, on a créé ces courtes vidéos que je vais vous montrer après. On en a 9. Et chacune d'entre elles a ce qu'on appelle un costume papier différent sur le Timio.
qui va réagir d'une certaine manière au mouvement du robot. Et derrière chacun de ces costumes, il y a une activité de programmation qui accompagne, enfin qui permet de mettre en mouvement et de valoriser le costume papier qui est dessiné pour le robot. Donc voilà un ensemble de vidéos pour vous montrer. J'enchaîne avec d'autres vidéos. Je ne te trouve plus. Tu es dans les murs. Je ne te trouve pas. Je l'avoue. Je l'avoue. Je suis jaloux de nous. Je suis jaloux de nous. Pour donner quand même juste un peu plus d'informations, toutes ces vidéos, elles sont construites donc sur des temps très courts, en jouant avec de la musique. Le réseau social qu'on visait, c'est principalement TikTok. Donc l'idée était d'utiliser le vocabulaire et les codes de cette plateforme en ayant donc un visuel plutôt hypnotisant. Il y a toujours ce même scénario où au début on voit pas la robotique et en fait à un moment donné elle apparaît et on comprend que c'est pas un visuel dessiné par ordinateur, mais c'est réellement une structure qui est animée par de la robotique et donc qui tendrait à faire questionner les personnes qui observent cette vidéo sur la possibilité d'utiliser la robotique comme un outil créatif autre que ce que peut-être ils avaient vu ou imaginé jusque maintenant. Voilà, bon, je vais pas continuer à montrer les vidéos dans le sens où elles sont toutes disponibles sur notre site internet que je vous mettrai après en lien, enfin ça arrive dans mes slides. J'ai plutôt envie de parler maintenant de l'adaptation parce que évidemment si on voit ces vidéos en tant qu'enseignant, on se dit ça a l'air d'être difficile à reproduire, c'est aussi une mise en scène qui évidemment met en valeur un certain point de vue. Avec la musique, on arrive à raconter une histoire. Tout ça a l'air peut-être très complexe, alors qu'en fait, ça continue à être des bandes de papier, toutes de la même dimension, qui, assemblées d'une certaine manière, vont créer ce volume qui va bouger d'une certaine manière avec le mouvement du robot. Donc, pour appuyer notre propos sur l'accessibilité de cette vision de la robotique et son utilisation en classe, on a développé tout un matériel pédagogique avec cette même intention d'esthétique, enfin de recherche esthétique et de qualité dans les vidéos. Donc, je vous montre un petit exemple de
ces vidéos qu'on a découpées en plusieurs chapitres où à chaque fois le premier chapitre va aborder comment construire la structure papier. Donc on a toutes les étapes du quel matériel il faut, de quelle manière il faut découper le papier, ensuite comment est-ce qu'il faut l'assembler. En général, le matériel reste assez simple. C'est peut-être les lamelles papier qui sont les plus laborieuses à découper, mais il y a plusieurs solutions à ça, soit les commander prédécoupées, ou alors utiliser une découpeuse laser, ou alors les découper en amont soi-même, ça prend un peu plus de temps. Après, le deuxième chapitre aborde comment fixer la structure papier qu'on a développée sur le robot Timio. Donc, en général, avec une première proposition d'utiliser la télécommande pour animer le robot et tester comment la structure réagit au robot. Donc, utiliser le mode violet, fixer juste avec du scotch directement sur le Timio la structure, puis ensuite l'animer avec une télécommande pour tester des premiers mouvements. Et enfin, un troisième chapitre qui, lui, parle d'abord une première séquence sur des inspirations visuelles qui ont aidé au développement du costume. Donc, la plupart du temps, on fait appel plus à des éléments de la nature, des comportements d'animaux. Et ensuite, la deuxième partie de la... Alors, attendez, je ne vois pas. Voilà, la deuxième partie de la vidéo va parler de comment s'approprier ensuite le costume. Il y a des suggestions de peut-être affiner certaines dimensions, rajouter des détails, faire un suivi de ligne pour animer d'une certaine manière la structure. Voilà, donc tout ça, c'est un matériel visuel qui a été créé en vidéo, et on a aussi toute une partie papier, parce que évidemment, en classe, la réalité d'avoir chacun son tutoriel vidéo, avec en plus une musique, c'est pas forcément réaliste. Donc on a cette documentation qui peut juste être imprimée et qui se finit, elle, par un chapitre sur une activité de programmation en lien avec le costume, qui permet en fait d'animer le costume. On a pu tester ça déjà non seulement dans plusieurs événements avec des élèves la plupart du temps entre 8 et 12 ans. Il y a eu aussi plus jeunes, il y a eu aussi plus âgés, mais globalement, la tranche d'âge qui nous semblait intéressante, c'était 8-12 ans. Ça, c'est une des activités où on a raconté une histoire, on racontait l'histoire de créer sa créature basée sur ses manières d'assembler le papier, ses structures papier. Comment est-ce qu'on peut venir créer cet apparat autour du Timio qu'on va ensuite venir faire danser en y agitant un bâton équipé peut-être d'un détail que l'enfant aurait aussi dessiné. Et l'idée étant de recréer ces comportements de danse chez les animaux, peut-être de parade nuptiale, etc. Il n'y avait pas de programmation dans cette activité, c'était juste utiliser le pré-programme et comprendre comment est-ce qu'on peut jouer avec ce pré-programme pour animer la structure papier qu'on avait dessinée autour. Donc, quelques photos et exemples de ce qu'ont donné ces activités durant différents événements, avec différents publics aussi, parce qu'on a eu des seniors aussi qui ont pu tester cette approche créative de la robotique. C'était très intéressant de voir que vis-à-vis de cette tranche de la population, une approche comme ça était aussi intéressante. Voilà, donc pour faire référence à ce que j'ai dit avant, le site internet de Mobots, qui est donc le laboratoire dans lequel fait partie cette recherche de robotique et de design, et dans lequel on peut trouver non seulement la description de notre approche, et ensuite les 9 vidéos qui sont disponibles. Si on clique sur une de ces petites icônes, on atterrit sur les vidéos. Au fur et à mesure, on documente de la manière dont je vous ai montré avant, c'est-à-dire avec des tutoriels vidéo, des tutoriels imprimés. Les 3 premiers costumes, donc costumes 1, 2 et 3, sont déjà finis, donc on peut y avoir accès, et dessus, on tombe sur la documentation papier, la documentation vidéo de ces tutoriels si on veut réaliser soi-même l'activité. Voilà, pour finir, ce serait un appel à motivation, à ceux qui sont motivés à implémenter ça dans leur classe. Principalement, là, je m'adresse aux enseignants qui auraient envie de tester cette approche esthétique de la robotique dans leur classe. Il faut savoir que donc, nous, c'est un projet de recherche que l'on mène où on vise à
questionner et comprendre si cette approche a un impact sur la perception de la robotique, non seulement auprès des enseignants, mais aussi auprès des élèves. Comment est-ce qu'on peut peut-être encourager certaines personnes qui se disaient pas techniques chez les élèves à en fait être intéressées par la robotique, puisque cette approche leur parle plus, parce qu'elle est plus de l'ordre du sensible et du poétique et du manuel. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, l'idée serait de fixer, enfin, on a déjà fixé une date et un rendez-vous dont Ronnie va parler après, en janvier, fin janvier. On pourrait se réunir, donc je me réunirai avec vous en ligne pour peut-être voir comment implémenter ça dans votre classe et du coup, d'une certaine manière, enfin, nous aider à peaufiner la manière dont on présente le projet ou qu'est-ce qui est réaliste ou non, qu'est-ce qui a bien marché ou non, nous aider peut-être à travers des documentations vidéo ou photos de ce que vous faites pour nous comprendre quels sont le type de résultats auxquels on peut s'attendre dans les classes. Voilà, juste une discussion qui peut-être pourrait se faire sur plusieurs rendez-vous. J'ai pas encore établi exactement comment faire ça. C'est à réfléchir bien d'ici fin janvier, le jour où je vous rencontrerai. En tout cas, si vous êtes intéressé, c'est avec grand plaisir d'échanger plus avec vous sur ce sujet. Et je finis ma présentation en vous remerciant énormément pour votre attention. Et je suis dans les temps. Merci beaucoup, Léa. Écoute, vraiment grand merci pour cette initiative. Tu m'entends bien, n'est-ce pas? Oui. Tu sais bien que personnellement, j'ai toujours été émerveillé, enfin on dit en anglais mesmerized, j'ai toujours été émerveillé par tes projets, donc, et je suis très content de voir que tu vas pouvoir enfin en fait, les partager vraiment en live, donc dès le mois de janvier, avec d'autres enseignants qui pourront les mener dans les classes, donc, que tu pourras potentiellement accompagner dans les mois à venir. On en parlera un peu plus tard, donc je vous enverrai en fait toutes les communications nécessaires. Et encore une fois, vraiment merci pour cette présentation. Nous passons maintenant à Adrien. Donc, normalement, vous devez toutes et tous voir ma présentation. Est-ce que c'est bon? Ok, très bien. Donc, je vais commencer. Alors maintenant, je vais vous parler de Timio Instruments de musique. C'est une activité que j'ai développée autour de petits projets d'instruments de musique développés avec Timio pour les Swiss Robotic Days. Donc autant Léa a beaucoup travaillé, c'est vrai, sur les actuateurs, comment détourner les roues et le système moteur de Timio. Moi, je me suis intéressé, je me suis surtout concentré sur les capteurs. C'est comment utiliser Timio comme un périphérique d'interaction, comme un contrôleur. Donc vous allez voir dans cette activité, l'approche que j'ai utilisée est vraiment centrée autour de rétro-engineering, rétro-ingénierie en français. Donc c'est une approche assez intéressante, notamment pour ce genre de projet. Donc, c'est une activité que vous allez trouver sur le site Roteco. Donc, Roteco, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, c'est une plateforme d'échange entre enseignants et enseignantes intéressés par l'intégration de la robotique et de la science informatique en classe. Donc, sur Roteco, vous allez trouver des centaines d'activités que vous allez pouvoir utiliser dans votre classe autour de différents robots, des activités débranchées, autour de l'électronique, la programmation. Vous allez aussi trouver... Ah, attendez, parce que Zoom me déconnecte à chaque fois de ma keynote. Donc, vous allez trouver un très grand nombre de cours aussi, hein, que ce soit des cours en présentiel, en hybride, en distanciel, des MOOC, des cours sur la programmation, sur l'intelligence artificielle, sur l'intégration de la science informatique en classe. On va trouver beaucoup d'articles également sur les mêmes sujets. Et des interviews, les événements pertinents, beaucoup de choses que vous allez pouvoir retrouver sur Roteco. Donc, la majorité de ces ressources sont en accès libre. C'est juste pour les activités, pour télécharger les ressources d'accompagnement des activités. Il vous sera demandé donc de procéder à une inscription gratuite. Alors, on a quelques petits soucis en ce moment avec la plateforme web. Et si vous rencontrez le moindre problème, vous pouvez directement nous écrire à info@roteco.ch.
Donc, rentrons dans le vif du sujet, donc cette activité Timio, instrument de musique. Donc, on va rapidement voir un petit déroulé de cette activité, voir les objectifs, les ressources et quelques informations complémentaires. Donc, cette activité, elle est conçue pour se dérouler sur plusieurs périodes, chacune s'organisant plus ou moins autour de l'analyse d'un instrument particulier. Donc, on va vraiment passer au travers toutes les périodes, de manière à ce que vous compreniez bien l'approche qui a été privilégiée dans cette activité. La première, pendant les 2 premiers temps, c'est la première période. En introduction, c'est toujours bien, suivant l'âge et les compétences et les connaissances de vos élèves, de refaire un petit tour sur les différents capteurs qu'on retrouve dans Timio, notamment les boutons, les capteurs de proximité, l'accéléromètre. Ça, on le verra à la fin, mais il faut adapter donc un peu l'activité suivant les connaissances, hein, tout simplement de vos élèves. Donc faire un petit tour des capteurs de Timio. Et ensuite, donc, on va pouvoir passer au visionnage de la première vidéo. Donc là, on a un instrument très simple, hein. D'ailleurs, là, j'utilise les vidéos, mais au niveau des ressources qui vous sont proposées sur le site Roteco, vous avez aussi les projets Scratch, hein. Si vous voulez modifier, les utiliser en classe, ça sera aussi fourni. Donc, la première chose qu'on va se demander, c'est de faire un petit peu verbaliser les élèves sur ce qu'ils viennent de voir. Donc là, on est vraiment dans une analyse d'un programme très simple, un événement, une action, c'est-à-dire on tape sur le Timio et on a des sons. On entend bien que ce n'est pas toujours les mêmes sons, donc on va pouvoir introduire aussi la notion d'aléatoire qui est assez importante dans le développement de ce genre de dispositif. On va aussi se demander finalement quel bloc on peut utiliser, parce que ça a été développé en Scratch, quel bloc on va utiliser. Et ces blocs, ils sont reliés avec quel capteur. Par exemple, on a le bloc quand un son est détecté, évidemment, on est lié avec le microphone. Et quand le choc est détecté, là, on utilise plutôt l'accéléromètre. Ce qui est intéressant ici, c'est que initialement, on pourrait se dire intuitivement qu'il vaudrait mieux utiliser quand un choc est détecté, mais après avoir fait différents tests, on se rend compte que c'est pas ce qui donne les meilleurs résultats. Et finalement, je suis parti avec le bloc quand un son est détecté. Mais là, c'est toujours important aussi de noter ça, c'est l'importance des tests, de l'expérimentation, de faire des essais-erreurs. C'est une démarche qui est assez intéressante, surtout d'un point de vue pédagogique. On a une petite trace écrite, hein, aussi pour les élèves à ce moment-là, où ils doivent d'ailleurs justement entourer les blocs qu'ils utiliseraient s'ils devaient développer un projet tel que celui-ci. Là, on voit, hein, avec 3 blocs, on peut facilement développer ce genre d'instrument. De manière facultative, vous pouvez leur proposer de le programmer dans Scratch. Donc, vous voyez que ce programme, c'est 3 blocs. Donc, c'est un programme vraiment, vraiment très simple. Donc, on peut le programmer, mais c'est facultatif. Et on finit encore une fois avec une trace écrite où les élèves vont pouvoir justement se poser des questions sur la manière dont ils amélioreraient le projet, ce que eux ils aimeraient faire. Voilà, pour déjà un petit peu les mettre dans la position d'un développeur ou d'un ingénieur ou d'un artiste, tout simplement. On passe au temps 3 avec la trompette. Je mets ici sur pause. J'ai juste un doute. Est-ce que vous entendez bien le son chez vous? Parce qu'on a eu des problèmes hier et je viens juste de me rappeler. Ok, parfait. Je continue. Voilà. Je vais couper la vidéo ici. Donc, à chaque fois, on a la même démarche. On va essayer de réfléchir au couplage entre les mouvements, les capteurs et le paramètre sonore qui est utilisé. Donc là, on voit bien
quand on souffle, donc le capteur qui va détecter ce souffle, c'est le microphone, et ça va avoir un impact sur le volume de la note. Le fait d'appuyer au niveau des capteurs de proximité de Timio, ça va nous permettre de sélectionner les notes et abaisser le Timio, donc le capteur qui est en lien avec ce mouvement, c'est l'accéléromètre et ça permet de faire varier la hauteur de la note. Donc, de la même manière, une petite activité Learning App ou alors en format papier pour ceux qui préfèrent, où il s'agit de mettre en lien les blocs Scratch avec le type de capteur, enfin les capteurs utilisés dans Timio. Donc ça, c'est la première partie autour de cet instrument trompette. Et la deuxième partie, on est vraiment sur une introduction à l'encodage binaire. Pour ce faire, de toute manière, on va tout de suite se demander combien de notes on a entendues. Voilà, on a entendu à peu près 15, on pourrait en avoir entendu 16, et on n'utilise que 4 capteurs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce genre de résultat? C'est qu'on n'utilise pas un seul capteur par note, mais on utilise donc des combinaisons de capteurs. Donc là, la capture d'écran que vous voyez, c'est VPN pour ceux qui connaissent. C'était juste plus simple au niveau de la représentation. On voit bien qu'il y a soit des carrés noirs, soit des carrés rouges. Soit le capteur détecte un doigt, soit il ne détecte rien. Donc il est soit on, soit off, 0 ou 1. Deux états possibles. Donc on peut introduire comme ça facilement ce concept d'encodage binaire. Et on finit finalement sur un petit exercice de gymnastique des doigts où on va apprendre à compter en binaire sur ses doigts. Puis on voit que c'est assez pratique, hein, avec une seule main, on va pouvoir avoir 32 valeurs différentes, de 0 à 31. Donc voilà, ça c'est un exercice qui marche assez bien aussi avec les élèves, apprendre à compter sur les doigts. Donc le troisième instrument, je vais couper là, on a compris. Donc là, on est voilà, dans un programme un peu plus complexe. On est parti vraiment de quelque chose de très simple, moyennement complexe. Et là, on est quand même dans un programme un peu plus complexe. Mais le principe reste le même. On va amener nos élèves à se poser des questions sur déjà quels capteurs ont été utilisés. Donc là, on a les capteurs de proximité pour la hauteur des notes, le bouton haut et bas pour changer de tonalité et le bouton rond pour changement de mode, pour passer de majeur à mineur. Donc là, c'est vraiment les notions un peu plus de théorie musicale. On le verra par la suite, c'est bien de faire ça en collaboration, peut-être avec un collègue enseignant en musique. Je pense que ça peut être intéressant. Peut-être quand il parle des techniques de jeu en musique, de l'organologie, ça peut être intéressant de faire un petit parallèle. Mais pour rester vraiment dans l'aspect design d'interaction, lutherie électronique, on va amener justement les élèves à se poser la question, est-ce qu'on utilise les capteurs, donc on utilise le même capteur de proximité que pour la trompette, mais on peut se demander, est-ce qu'il est utilisé de la même manière? Non, à la trompette, on est vraiment sur une notion de seuil, on-off, soit il détecte un doigt, soit il ne le détecte pas, alors que là, dans le piano, on est dans une plage de valeurs continue, discrète. On verra que chaque capteur, on peut vraiment traiter les données de différentes manières pour obtenir différents résultats. Voilà, donc en lutherie électronique, effectivement, le couplage mouvement-son, il n'est pas naturel. C'est nous qui décidons ce qu'on veut faire. On peut faire finalement ce qu'on veut, mais c'est vrai que quand on développe des instruments numériques, on essaye de rester quand même assez intuitif et logique. On s'attend dans la vie de tous les jours à plus on tape fort, plus le volume est fort. Donc si on décide de ne pas reprendre cette logique, il faut voilà, que ce soit quand même assez cohérent. On arrive à la dernière partie, hein, la dernière période. Donc là, on sera dans un brainstorming et une conceptualisation d'instruments de lutherie électronique par les élèves. Il reste encore 2 vidéos
Là, ça, je laisse à la discrétion donc, de l'enseignant ou l'enseignante de les utiliser et de les mettre un peu quand il veut. Je vais tout de suite vous les passer. Donc, on a d'abord l'accordéon. Donc, encore une fois, on peut encore se demander donc, les capteurs qui ont été utilisés. Euh, Là, la petite chose qui est intéressante et qui peut aussi les inspirer, c'est on peut se demander qu'est-ce que l'instrumentiste tient dans sa main gauche. Donc, finalement, c'est une surface réfléchissante. Ça nous permet aussi d'aborder un petit peu comment fonctionnent ces capteurs de proximité hein, avec un émetteur et un récepteur d'infrarouge. Donc voilà, on peut introduire des notions un peu plus complexes à ce niveau-là. Et finalement, pourquoi on l'a utilisé ici? C'est simplement pour pouvoir faire des mouvements plus amples. Sinon, on aurait été limité vraiment assez proche du timio, hein. Là, on peut faire des mouvements jusqu'à une cinquantaine de centimètres. Encore une fois, on se demande comment est-ce que ces valeurs sont utilisées. Ils ne sont pas utilisés de la même manière que la trompette, suivant une modalité on-off. Ils ne sont pas non plus utilisés de la même manière que la guitare, avec une plage de valeurs discrètes continues. Là, c'est vraiment finalement la variation du mouvement qui va être pris en compte. Donc là, c'est des notions un peu complexes finalement quand on essaye de regarder au niveau mathématique, mais finalement, c'est assez simple. C'est on va voir s'il y a beaucoup de changements dans les valeurs liées à la distance. Et s'il y en a beaucoup, on augmente le volume. Et si on a des mouvements plus souples, plus légers, eh ben, le volume va descendre. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir quand même un instrument assez organique, on va dire. Voilà, donc c'est ce qu'un peu le résumé, c'est qu'on peut utiliser un capteur d'un nombre infini de manières. Ça, c'est vraiment à l'imagination du développeur. Et le dernier instrument, donc la guitare. Encore une fois, on s'interroge sur les capteurs qui sont utilisés, les modalités selon lesquelles ils sont utilisés. L'accéléromètre, donc l'inclinaison du timio, ça va nous permettre de jouer, de déclencher les notes, un peu à la manière d'un guitariste, hein, en essayant de s'inspirer du même mouvement. Et le capteur de proximité, finalement, permet de sélectionner le degré. Et on arrive dans la grosse partie, dans la dernière grosse partie, où les élèves finalement vont devoir imaginer un nouvel instrument, un nouveau projet de lutherie électronique. Donc ils vont devoir trouver le nom de l'instrument, des inspirations éventuelles, les capteurs utilisés, la chaîne de couplage entre les mouvements, les capteurs et les sons, et selon quelle modalité. Et après, on finit par finalement une présentation orale par groupe. Donc, rapidement, les objectifs et bénéfices. Donc, évidemment, il y a le développement des connaissances en sciences informatiques, que ce soit programmation, fonctionnement des capteurs, traitement et interprétation des données, encodage binaire. Beaucoup de compétences transversales euh, liées justement à cette approche de rétro-ingénierie. Développement d'une connaissance de base en théorie musicale. Et finalement, les avantages pédagogiques, c'est que c'est quand même une approche assez ludique et engageante. Ça favorise la résolution de problèmes et le travail en équipe. Et c'est une activité clé en main, avec peu de préparation nécessaire pour l'enseignant et peu de matériel nécessaire. On le verra par la suite. Justement, là, vous avez les ressources qui vous sont fournies avec cette activité, donc sur le site Roteco. Donc, vous avez les vidéos, les projets Scratch, vous avez la vidéo pour compter en binaire, vous avez les fiches de présentation des différents instruments, si vous voulez les utiliser avec les projets Scratch pour savoir comment justement les manipuler. Vous avez différents documents, vous avez différentes traces écrites.
Au niveau des informations complémentaires, donc pour l'instant, cette activité, on ne l'a pas encore testée en classe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de vous et qu'on vous la propose. C'est une activité assez ouverte, hein. Le contenu est adapté selon le niveau, les connaissances et l'âge de vos élèves, et puis aussi vos envies tout simplement. C'est plutôt destiné à des élèves qui ont eu déjà une première expérience avec le Timio, ne serait-ce que pour savoir que Timio, c'est un robot avec des capteurs, quels sont ces capteurs, mais ça peut également être fait en phase d'introduction. Ça a réalisé sur plusieurs séances et comme je l'ai indiqué, c'est un matériel requis assez réduit. Il faut des timios, c'est surtout pour la période de brainstorming pour qu'ils puissent vraiment manipuler l'objet. Et si vous voulez passer par des phases de programmation dans Scratch, des tablettes, des ordinateurs avec la suite Timio. Et je l'ai déjà indiqué, mais ça pourrait être intéressant de travailler en collaboration justement avec un enseignant ou une enseignante en musique. Donc voilà, à vous de jouer. Donc, je le répète, toutes ces activités sont disponibles sur Roteco. Si vous avez des modifications, des suggestions, vous pouvez nous écrire à info@roteco ou laisser des commentaires sous l'activité. Et puis, des questions, je pense qu'on fera ça juste après. Et moi, je vous dis un grand merci. Ronnie, je te laisse la parole. On t'entend pas, hein. Euh, Adrien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présentation. Donc, on vous l'a annoncé, c'est vraiment un webinaire très, très, très créatif qui touche à la fois donc à l'art et à la musique. Et les deux présentations, comme vous avez pu le voir, sont vraiment bien documentées et nous vous demandons, nous souhaitons vraiment avoir votre soutien pour pouvoir donc les mener dans vos classes et communiquer donc davantage avec nos intervenants pour voir comment on pourrait notamment donc les améliorer et avoir l'impact pédagogique que cela pourrait avoir avec les élèves. Donc un grand, grand, grand merci à Léa et Adrien pour vos présentations. Nous arrivons maintenant à la session donc questions-réponses. Il y a déjà eu quelques questions qui ont été posées, mais n'hésitez pas à en poser d'autres ou à nous partager vos réflexions et n'hésitez pas donc de les faire directement sur le chat. Nous avons déjà, comme l'a mentionné tout à l'heure donc Adrien, quelques questions qui ont déjà été posées et nous pouvons donc désormais traiter celles-ci. On peut y aller si tu veux, Adrien. Alors moi, j'ai noté quelques questions, notamment, attendez, est-ce que, je sais pas ce qui arrive avec mon ordinateur. Voilà, Je vais c'est poser la bon. première question à Léa. Il y avait un des participants, une des participantes qui demandait le niveau de difficulté que tu estimes pour ces activités et l'âge minimum pour les élèves. Mhm. Je pense que je vais avoir la même réponse que celle que tu as mise dans dans ta présentation, Adrien, c'est-à-dire que cette activité, je la vois facilement déclinable. Comme j'ai pu le montrer dans la présentation, il y a la possibilité de travailler avec des comportements préprogrammés, donc pas du tout passer par un niveau de programmation prérequis, jusqu'à développer des mouvements avec du Python, même si on a envie d'aller plus loin. Donc, point de vue programmation, j'ai l'impression que ça peut s'adapter. Ensuite, pour ce qui est de la construction papier, là, il y a de nouveau une possibilité de pré-mâcher le travail en tant qu'enseignant en préparant le matériel papier, ce que j'avais fait par exemple pour les événements où on est intervenu. Je sautais l'étape de découpe des lamelles papier pour qu'elles soient, enfin pour que en fait les participants sautent directement dans l'activité et passent pas trop de temps à la répétition de découper des bandes de papier qui peut être un peu laborieux. J'ai pas encore totalement abouti dans ces recherches, mais il est possible aussi de commander déjà prédécoupé ces lamelles papier. Donc, ça permettrait de faciliter en plus la vie de l'enseignant. Ensuite, pour les activités manuelles, il s'agit juste d'assembler avec du scotch. On a fait ça aussi avec des enfants spécialisés. Et c'était, non, enfin, ça a été montré comme applicable pour plusieurs difficultés, tranches d'âge, niveaux. Et je pense que c'est propre, enfin, c'est plutôt libre à l'enseignant d'adapter en fonction de sa classe et de ce qu'il veut mettre en avant dans l'apprentissage. Très bien, je reprends un petit peu les questions. Il y avait une autre personne qui demandait est-ce que c'est possible de fabriquer des éléments avec une imprimante 3D. Ronnie avait déjà un petit peu commencé à répondre dans le chat.
Mais Léa, est-ce que tu Oui, avais... alors. Oui, vas-y, Pardon, vas-y. Léa, vas-y, vas-y, je t'en prie. Je ne sais pas exactement de quel élément il s'agissait, mais pour la première activité de Timio marionnettiste, on a tout décrit sur la plateforme Roteco. On peut télécharger les fichiers imprimés en 3D. Il y a une pièce à faire dans un fil de métal qui doit être juste plié à la main. Donc ça demande un peu plus de préparation en termes d'impression 3D, de différents matériaux à assembler, mais tout ça est documenté et donc accessible pour pouvoir construire. Après, les costumes papier, il y a l'un d'entre eux qui utilise le même mécanisme que le Timio marionnettiste. Sinon, tout le reste, c'est vraiment 100% papier et scotch et assemblé sur le Timio. Très bien. Très bien. Euh, Annick, vous nous avez posé une question, à savoir si on participe ou si on intervient directement dans les écoles, ou en tout cas dans les classes. En fait, nous ne le faisons pas directement. Par contre, si vous pouvez nous envoyer un petit mail pour définir exactement vos besoins, en fait, nous avons on va dire un écosystème d'ambassadeurs qui connaissent parfaitement bien le Timio et qui, eux, peuvent intervenir dans vos classes. Et nous avons également, donc nous savons qu'il s'agit en fait d'une classe spécialisée, c'est ça. Et nous avons également un partenaire qui est spécialisé avec Timio et qui travaille essentiellement dans les classes spécialisées. Donc du coup, si vous pouvez nous envoyer un mail à info@mopsia.org, on le mettra également dans le chat et on prendra la suite sur cette question-là. Alors moi, j'avais encore une question, une personne qui demandait, Léa, est-ce que c'est une activité qui est faisable avec un seul ordinateur en fond de classe? Mhm. Euh, Une des possibilités, c'est d'avoir l'utilisation d'un pré-programme, donc pas passer par la programmation. Mais si le but, c'est de passer par la programmation, on avait imaginé, après ça n'a jamais été testé, mais un scénario où il y a un poste sur lequel on peut venir dessiner sa chorégraphie et ça veut dire que la plupart du temps de l'activité est passé par l'élève à construire son costume et peut-être à commencer à l'animer déjà avec des comportements préprogrammés en mettant juste la main devant. Et une fois qu'il y a ce costume préparé, il peut venir au poste sur lequel il peut se connecter à l'ordinateur, puis programmer un mouvement différent parce qu'il aura compris quel type de mouvement il avait envie de faire en utilisant les préprogrammes avant. Après, comme ça n'a jamais été testé, j'ai du mal à dire, mais j'imagine que ça puisse être possible s'il y a un ordinateur mais plusieurs Timios. J'espère que ça a répondu à la question. C'est ce que j'imagine en tout cas. Alors, il y avait une question générale. Est-ce que vous êtes prêtes, enfin Léa et Adrien, à partager vos emails pour échanger en direct avec certains des participants? Oui, bien sûr. Oui. Oui, moi, Très pas de bien. problème. Donc, Vous pouvez même m'écrire directement aussi par... je suis en train de faire les liens pour les activités. Je vous ai perdu, un grand classique de Zoom. C'est bon, je vous vois de nouveau. Alors, moi, on peut soit m'écrire effectivement sur info@roteco.ch ou sinon, j'enverrai la personne qui veut, j'enverrai mes coordonnées. Ben, avec grand plaisir, oui. alors du coup, une question pour... J'en profite juste que j'ai la parole. Là, vers la fin, beaucoup de personnes demandaient pour de nouveau avoir les liens de ces activités. Donc, Oui. je les remets maintenant dans le chat. Donc, copiez-le. C'est vrai que les liens ont tendance un peu après à être noyés dans les commentaires. Mais voilà, on a mis les différents liens. Il ne faut pas s'inquiéter, dans un mail récap, on enverra en fait l'ensemble des informations importantes, notamment des emails, des liens, des adresses et ainsi de suite. Du coup, j'ai une question pour toi, Adrien. C'est Raphaël qui la pose. Donc, finalement, en fait, d'où viennent les sons et faut-il les télécharger quelque part? Alors, les sons, ils seront dans les projets Scratch. Les projets Scratch, donc il y a tout qui est encapsulé, le programme et aussi les sons. Donc là, vous n'avez rien à faire. Et à la base, les sons, c'est des instruments virtuels avec des logiciels de son que j'ai fait moi-même. Mais enfin, vous n'avez pas à vous en occuper dans le sens où ça fait déjà partie des projets Scratch qui sont partagés donc sur le site Roteco. Et ensuite, rien ne vous empêche, si vous avez envie, à la place d'un son de piano, d'avoir un son de violon ou autre chose, de changer ces sons.
dans Scratch, il y a déjà quelques petits sons qui sont fournis et après, on trouve très facilement les différentes notes sur Internet où on peut facilement les jouer avec un petit logiciel de création musicale. Mais les sons, voilà, pour résumer, sont déjà fournis dans les projets Scratch. Super. Peut-être une dernière question. C'est vrai qu'il nous reste plus trop de temps. Donc, de toute façon, si vous avez... merci pour le lien. Il y a une dernière question qui te concerne, je crois, Adrien. Je pense que je suis en train de répondre à la personne, mais oui, donc il y a une Ah, personne qui demande d'accord. de documentation et de projets Scratch partagés. Et effectivement, ils sont visibles qu'une fois après s'être inscrit sur le site Roteco. Donc c'est une inscription gratuite. Comme je l'ai indiqué au début, on a des fois des petits soucis. Donc si vous avez un souci, hein, on vous propose d'écrire un mail rapidement à info@roteco, juste avec votre adresse mail, et puis on vous inscrira. Et après, vous pourrez télécharger tous les projets Scratch et les différentes ressources que j'ai évoquées. Très bien. Du coup, je vous propose maintenant de passer aux annonces. Il ne reste plus que 5 minutes. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire et on se fera un énorme plaisir d'y répondre directement. D'accord? Pour les annonces, alors moi, j'ai de mon côté 2 annonces à vous faire. Tout à l'heure, donc Léa vous a présenté son projet et lors de sa présentation, elle vous a donc invité à se joindre à cette initiative. Vous avez ici le lien QR code qui vous permet donc de vous inscrire en fait au projet. Et début du mois de juin, nous vous enverrons aux personnes qui sont inscrites, donc on vous enverra un mail pour vous inscrire à une info, donc à une session d'information qui aura lieu le 22 janvier à 16h, heure de Suisse. D'accord? Pareil, donc ne vous inquiétez pas, on vous enverra aussi ce lien par mail et vous aurez donc accès à ce lien dans le visionnage de YouTube. Pour la deuxième donc, annonce, je suis ravi de vous annoncer que notre prochain webinaire aura lieu donc le 12 mars 2025 à 4h heure suisse et à 23h heure de Singapour ou de Chine, et c'est bien de le préciser. Et ce prochain webinaire, en fait, il se concentrera sur la compétition phare de Timio, qui est la compétition R2T2 Mission to Mars. D'accord? Et donc, lors de ce webinaire, nous mettrons en fait en lumière les incroyables initiatives autour de cette compétition. Et nous avons un énorme plaisir à accueillir 2 partenaires qui vous parleront de l'organisation de cette compétition dans leurs régions respectives. Nous avons d'un côté MSM Media qui organise donc cette mission au Maroc et Ceinturiel qui l'organise en Asie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Chine et Vietnam. En fait, ce projet, donc cette initiative R2T2 s'inscrit dans notre volonté chez Mopsia d'accélérer le déploiement tout au long de l'année de 2025 autour de cette compétition pour inviter davantage et donc engager davantage de jeunes à participer à cette compétition un peu partout dans le monde. Une autre particularité de ce webinaire, et donc qui sera pour nous une première, eh bien, il sera présenté en bilingue, français-anglais. Donc, MSN Media parlera en français et Ceinturiel parlera en anglais. Alors, nous cherchons des bons outils pour assurer à la fois un bon script et donc la possibilité en fait d'avoir une traduction simultanée de cette présentation. Mais pour nous, c'est vraiment une opportunité aussi de se connecter avec une audience internationale. Et donc, nous espérons vous y retrouver nombreux. Voici également le lien pour s'inscrire. Nous enverrons également début janvier ou courant du mois de février une invitation pour le webinaire où vous pourriez donc vous inscrire à ce webinaire. On arrive du coup à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions vraiment chaleureusement pour votre participation et donc les échanges qu'on a eus donc durant de cette session. Avant de nous quitter, nous aimerions vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, un excellent Noël et une excellente année 2025, donc bien 25 et pas 24, pleine de réussite, de créativité et de beaux projets avec vos Timio. Nous allons arrêter l'enregistrement maintenant. Nous resterons donc tous les 3 dans la salle encore quelques minutes. Si vous souhaitez rester, donc n'hésitez pas et on se fera donc un énorme plaisir pour répondre à certaines de vos questions additionnelles. D'ici là, merci encore et on espère vraiment vous retrouver très prochainement avec de nouvelles aventures.
À très bientôt.